Il y a peut-être une enveloppe sur votre table, une facture que vous n'avez pas encore ouverte, un carnet de comptes posé près d'une tasse de café, une ordonnance pliée dans un coin, quelques pièces dans un tiroir. Et puis, il y a ce message, cet appel, cette voix connue qui vous dit qu'il y a encore un problème, encore une urgence, encore une difficulté à régler. Quelqu'un a besoin de vous, encore une fois. Alors vous restez là, assis dans votre cuisine, le téléphone dans la main. Vous ne répondez pas tout de suite, pas parce que vous ne voulez pas aider, pas parce que votre cœur est devenu dur, pas parce que vous avez oublié ce que signifie aimer quelqu'un. Vous hésitez parce qu'une petite voix, au fond de vous, pose enfin la question que vous repoussez depuis longtemps. Et moi, est-ce que moi aussi, j'aurai assez pour vivre demain? Est-ce que je pourrai payer mes médicaments? Est-ce que je pourrai chauffer mon appartement cet hiver? Est-ce que je pourrai faire face à un imprévu sans devoir tendre la main à mon tour? Cette question, beaucoup de personnes après 60 ans n'osent pas la poser. Elles la sentent, elles la portent, elles la taisent, parce qu'elles ont peur de paraître égoïstes, peur qu'on dise qu'elles ont changé, peur qu'on pense qu'elles ne veulent ne plus aider. Mais après 60 ans, garder de quoi vivre n'est pas un geste égoïste. C'est peut-être l'un des gestes les plus responsables que vous puissiez faire pour votre avenir. Car à cet âge, l'argent n'a plus le même sens qu'avant. Quand vous étiez plus jeune, l'argent était souvent lié au projet. Une maison, les études des enfants, une voiture, des vacances, des travaux, un cadeau, un coup de main. Vous aviez encore la force de rattraper une mauvaise période, de travailler davantage, de refaire un peu d'épargne après une dépense lourde. Vous pouviez vous dire « Ce mois-ci est difficile, mais le mois prochain ira mieux ». Vous pouviez compenser, vous pouviez serrer les dents. Mais après 60 ans, surtout quand la retraite est là, l'argent devient autre chose. Il devient une marge de sécurité, une respiration, le silence d'une nuit où l'on ne se demande pas comment payer la prochaine facture. Il devient une visite chez le médecin sans attendre trop longtemps, une paire de lunettes remplacées au bon moment, un chauffage que l'on ose allumer quand le froid entre dans les murs, une réparation dans la cuisine, un taxi quand il pleut et que le corps est trop fatigué pour marcher, une boîte de médicaments achetée sans calculer pendant 10 minutes devant le comptoir de la pharmacie. Après 60 ans, l'argent n'est plus seulement de l'argent. C'est parfois votre calme, votre santé, votre maison, votre dignité, votre liberté de ne pas demander la permission pour chaque besoin. Voilà pourquoi il faut regarder cette question avec honnêteté, pas avec honte, pas avec colère, avec honnêteté. Avez-vous encore assez pour vous? Pas assez pour paraître généreux. Pas assez pour que tout le monde dise que vous êtes toujours là. Pas assez pour calmer la culpabilité d'un autre. Assez pour vivre. Assez pour tenir. Assez pour rester debout. Il y a une chose que beaucoup de personnes après 60 ans ne disent jamais. Elles n'aident pas toujours parce qu'elles ont les moyens. Elles aident parce qu'elles ont été habituées toute leur vie à mettre les autres avant elles. Elles ont été celles qui se lèvent les premières, celles qui préparent, celles qui paient, celles qui arrangent, celles qui écoutent, celles qui se taisent pour éviter d'aggraver une situation, celles qui donnent un billet, puis un autre, en disant « Ce n'est pas grave, je me débrouillerai ». Elles ont appris à aimer en se retirant un peu, à protéger en se privant un peu, à garder la paix en avalant leurs propres inquiétudes. Alors, quand quelqu'un demande de l'aide, elles ne commencent pas par regarder leur compte. Elles regardent d'abord
le visage de l'autre. La fatigue de l'autre, le problème de l'autre, la peur de l'autre. Et tout de suite, elles se sentent responsables, même quand ce n'est pas à elles de tout porter, même quand elles ont déjà beaucoup porté, même quand leur propre corps leur demande de ralentir. Peut-être que vous connaissez ce réflexe. On vous demande quelque chose, et avant même de réfléchir, vous avez déjà envie de dire oui. Parce que dire oui vous rassure. Dire oui vous donne encore une place. Dire oui vous permet de vous sentir utile. Dire oui évite une tension, une phrase froide, un silence, un reproche. Et peut-être que ce n'est pas seulement l'argent que vous donnez. Peut-être que vous donnez pour ne pas perdre le lien. Vous donnez parce qu'au fond, vous avez peur que si vous ne donnez plus, on vienne moins souvent. On appelle moins souvent. On vous parle autrement. On vous regarde comme quelqu'un qui garde pour soi. Quelqu'un qui n'est plus aussi gentil qu'avant. Quelqu'un qui a changé avec l'âge. Cette peur est lourde. Elle est plus lourde qu'une facture. Une facture se voit. Elle se pose sur la table. Mais la peur de ne plus être aimé de la même façon, elle se cache dans la poitrine. Elle ne fait pas de bruit. Elle vous accompagne quand vous ouvrez votre porte-monnaie. Elle vous suit quand vous dites « Prends, ça ira ». Elle reste là, le soir, quand vous vous demandez comment vous allez faire maintenant. C'est précisément pour cela qu'il faut en parler. Pas pour devenir dur, pas pour fermer votre cœur, mais pour cesser de confondre amour et mise en danger. Aider quelqu'un est beau. Aider quelqu'un peut être une preuve de présence, une façon de dire « je ne te laisse pas seul ». Mais une aide qui vous laisse inquiet, humilié ou fragile n'est plus une aide saine. C'est un sacrifice silencieux. Si après avoir aidé, vous n'osez plus ouvrir votre relevé de compte, il faut vous arrêter. Si après avoir aidé, vous repoussez un rendez-vous médical, il faut vous arrêter. Si après avoir aidé, vous baissez le chauffage en vous disant que vous mettrez un pull de plus, il faut vous arrêter. Si après avoir aidé, vous mangez moins bien pour que personne ne sache que vous avez trop donné, il faut vous arrêter. Si après avoir aidé, vous dites au téléphone « tout va bien », alors que ce n'est pas vrai, il faut vous arrêter. Parce que votre inquiétude aussi compte. Votre froid aussi compte. Votre fatigue aussi compte. Votre nuit sans sommeil aussi compte. Votre vieillesse aussi compte. Ce n'est pas parce que vous êtes âgé que vos besoins sont devenus secondaires. Ce n'est pas parce que vous avez déjà beaucoup vécu que vous devez vivre le reste avec le minimum. Ce n'est pas parce que vous aimez les autres que vous devez vous oublier jusqu'à disparaître. Il y a une différence entre aider avec ce que vous pouvez donner et donner ce qui vous permet de vivre. Cette différence est essentielle. La part que vous pouvez donner vient de votre marge réelle. La part que vous devez garder, elle, n'est pas un luxe. Elle n'est pas de l'avarice. Elle n'est pas un manque d'amour. Elle est votre base. Elle protège votre santé, votre logement, votre calme, votre avenir. Quand vous donnez cette part-là, vous ne donnez pas seulement de l'argent. Vous donnez une partie de votre sécurité. Et à partir d'un certain âge, la sécurité n'est pas facile à reconstruire. Un mauvais mois peut laisser une trace longtemps. Une dépense imprévue peut déséquilibrer tout un trimestre. Une petite aide répétée peut devenir une habitude pour les autres, mais une inquiétude constante pour vous. Parfois, le plus dangereux n'est pas le grand montant donné une seule fois. C'est la petite somme donnée trop souvent. Celle qui paraît légère, celle que l'on ne compte pas vraiment. Celle que l'on donne parce que, sur le moment, dire non semble plus difficile que payer. Mais à la fin du mois, ce sont ces petites sommes
qui manque, c'est cette marge qui a disparu. C'est ce calme qui s'est envolé. Alors avant de répondre trop vite, avant de dire oui par réflexe, posez-vous une question simple. Si j'aide cette fois, est-ce que je pourrais encore vivre normalement le mois prochain? Pas survivre, pas me priver en silence, pas faire semblant. Vivre normalement, payer ce qui doit être payé, manger correctement, me soigner, dormir sans peur, garder un peu de dignité dans mon quotidien. Puis posez-vous une deuxième question. Est-ce que je donne à partir de ce que j'ai en plus ou à partir de ce dont j'ai besoin? Cette question peut sembler froide. Elle ne l'est pas. Elle est juste, car il ne suffit pas de savoir combien l'autre personne demande. Il faut aussi savoir combien il vous faut pour rester debout. Quelqu'un dit « J'ai besoin de 300 €. Aussitôt, le cœur se serre. On pense à la personne, à son problème, à sa voix, à sa détresse. Mais on ne prend pas le temps de se demander « Si je donne cette somme, qu'est-ce que cela retire à ma propre vie? Est-ce que cela retire une consultation, une facture payée à temps, une tranquillité, ma capacité à faire face si quelque chose arrive? » Vous avez le droit de vous poser ces questions. Vous avez même le devoir de vous les poser, pas contre les autres, pour vous, pour ne pas devenir, un jour, la personne qui a tout donné et qui n'ose plus demander de l'aide à personne. Il y a aussi une autre question, plus difficile. Est-ce que je donne par amour ou est-ce que je donne par peur? La réponse n'est pas toujours agréable. Parfois, on donne parce qu'on aime vraiment, parce que la situation est grave, parce que l'autre traverse un moment difficile, parce qu'on sait que notre aide peut changer quelque chose sans nous mettre en danger. Dans ce cas, l'aide peut être saine, mais parfois, on donne par peur. Peur d'une remarque, peur d'un silence, peur d'être jugé, peur d'être moins appelé, peur d'entendre « tu ne nous aides jamais », peur de perdre cette image de personne toujours disponible, toujours généreuse, toujours prête. Et quand l'argent sort de votre main, sous la pression de cette peur, il ne laisse pas la même trace. Il ne vous rend pas plus léger, il vous rend plus inquiet, plus dépendant du regard des autres. Après 60 ans, vous ne devriez plus avoir à acheter la paix familiale avec votre insécurité. Vous ne devriez plus avoir à prouver votre amour en fragilisant votre propre vie. Vous avez déjà donné des années, du temps, de l'énergie, des nuits sans sommeil, des repas préparés quand vous étiez fatigué, des services rendus sans qu'on les remarque, des silences pour éviter les disputes, des efforts que personne n'a vraiment comptés. Alors non, vous n'avez pas à acheter votre place dans le cœur des autres avec vos factures impayées, vos inquiétudes ou votre sommeil perdu. Vous pouvez aimer sans vous mettre en danger. Vous pouvez rester tendre sans tout payer. Vous pouvez être présent sans vous vider. Vous pouvez garder votre cœur ouvert sans ouvrir votre porte-monnaie à chaque demande. Cela ne veut pas dire devenir froid. Cela ne veut pas dire fermer la porte. Cela ne veut pas dire ne plus jamais aider personne. Ce serait trop simple et ce ne serait pas humain. La vraie question n'est pas « dois-je aider ?» ou « ne plus jamais aider ?» La vraie question est « comment aider sans me perdre ?» Parfois, aider, c'est écouter. Parfois, aider, c'est dire. Je comprends que ce soit difficile, mais je ne peux pas prendre cela à ma charge. Parfois, aider, c'est chercher une solution avec la personne, sans devenir la solution à sa place. Parfois, aider, c'est donner une petite somme claire, dans une limite claire, sans vous mettre en difficulté.
Parfois, aider, c'est dire « Je ne peux pas donner d'argent cette fois, mais je peux être là pour parler. » Et parfois, aider vraiment quelqu'un, c'est ne pas entretenir une habitude qui le rend dépendant de vous. Ce n'est pas toujours facile à entendre, mais certaines personnes, sans le vouloir, s'habituent à votre sacrifice. Elles ne voient plus ce que cela vous coûte. Elles voient que vous dites « oui ». Elles voient que vous donnez. Elles voient que vous trouvez toujours une solution. Alors elles finissent par croire que vous pouvez toujours, même quand vous ne pouvez plus. Et si vous ne dites jamais où est votre limite, personne ne la devinera pour vous. C'est à vous de la poser, calmement, sans accusation, sans discours interminable, sans vous justifier jusqu'à l'épuisement. Vous pouvez dire « Je t'aime, mais je dois aussi faire attention à ma situation. » Vous pouvez dire « Je ne peux pas aider comme avant. » Vous pouvez dire « Cette fois, je dois garder de quoi vivre. » Vous pouvez dire « Je préfère être honnête plutôt que de me mettre en difficulté. » Vous pouvez dire « Je peux t'écouter, mais je ne peux pas donner d'argent cette fois. » Vous pouvez dire « Je ne dis pas cela contre toi, je le dis pour ne pas me mettre en danger. » Ces phrases ne sont pas violentes, elles ne sont pas méchantes, elles ne ferment pas votre cœur. Elles disent simplement une vérité que vous avez peut-être trop longtemps cachée. Dire la vérité calmement n'est pas créer un conflit, c'est empêcher un sacrifice caché. Bien sûr, certaines personnes seront peut-être déçues. Certaines comprendront, d'autres comprendront moins vite. Il peut y avoir un silence, une réaction froide, une phrase qui pique. Mais vous devez apprendre à ne pas confondre la déception de quelqu'un avec une faute de votre part. Quelqu'un peut être déçu, et vous pouvez quand même avoir raison de protéger votre situation. Quelqu'un peut ne pas aimer votre limite, et votre limite peut quand même être nécessaire. Quelqu'un peut préférer l'ancienne version de vous, celle qui donnait sans compter, et vous pouvez quand même choisir de ne plus vous mettre en difficulté. Après 60 ans, il y a une chose que vous ne pouvez plus vous permettre de perdre facilement, votre tranquillité. La tranquillité d'ouvrir une facture sans trembler. La tranquillité de savoir que vous avez un peu d'avance. La tranquillité de pouvoir acheter ce dont vous avez besoin sans vous excuser intérieurement. La tranquillité de ne pas dépendre entièrement de l'humeur, de la disponibilité ou de la générosité des autres. Cette tranquillité n'est pas un caprice, elle est nécessaire. Elle protège votre santé autant que votre compte bancaire. Car vivre dans l'inquiétude permanente use le corps. Cela fatigue le cœur. Cela rend les nuits plus longues, les journées plus lourdes. Chaque courrier devient une menace. Chaque appel, une inquiétude. Chaque demande, une tension. Et ce n'est pas ainsi que vous méritez de vivre le reste de votre vie. Vous méritez une vieillesse plus calme que cela. Pas une vieillesse parfaite, pas une vieillesse sans problème, mais une vieillesse où vous ne vous sacrifiez plus automatiquement pour être aimé. Une vieillesse où vous pouvez dire « J'ai fait beaucoup, et maintenant je dois aussi veiller sur moi ». Une vieillesse où votre générosité ne détruit pas votre sécurité. Une vieillesse où vous restez une personne aimante, mais pas une personne disponible à l'infini. Il faut parfois beaucoup de courage pour garder une somme pour soi. Cela peut sembler étrange. On croit souvent que le courage, c'est donner. Donner encore. Donner même quand c'est difficile. Mais il existe un autre courage, plus discret. Le courage de garder ce qui vous permet de vivre. Le courage de ne pas céder à la culpabilité. Le courage de laisser quelqu'un être déçu sans courir, réparer son émotion. Le courage de dire « je ne peux pas ». Le courage de ne pas transformer votre retraite
en réserve d'urgence pour tout le monde. Ce courage-là ne fait pas de bruit. Il ne reçoit pas toujours de remerciements, mais il vous protège. Et vous avez besoin d'être protégé, vous aussi. Pas seulement ceux que vous aimez, vous aussi. Votre corps est plus fragile qu'avant. Votre énergie n'est plus la même. Votre capacité à recommencer de zéro n'est plus celle de vos 40 ans. Votre avenir a besoin de prudence. Ce n'est pas triste de le reconnaître, c'est lucide, c'est adulte, c'est digne. Garder de quoi vivre, ce n'est pas accumuler par peur, ce n'est pas se méfier de tout le monde, ce n'est pas aimer moins, c'est comprendre que votre vie a encore de la valeur, votre matin a encore de la valeur, votre repas a encore de la valeur, votre chauffage en hiver a encore de la valeur, votre sommeil a encore de la valeur. Votre possibilité de dire « je vais m'en sortir » a encore de la valeur. La part que vous gardez pour vivre n'est pas une part volée aux autres. C'est la part qui vous permet de rester debout. Et si vous ne restez pas debout, qui prendra soin de vous? Cette question est dure, mais nécessaire. Beaucoup de personnes âgées donnent comme si quelqu'un les protégerait toujours, ensuite. Mais la réalité est plus compliquée. Les autres ont leur vie, leurs urgences, leurs limites, leurs oublis, leurs maladresses. Parfois, ils vous aiment, mais ils ne voient pas vraiment ce que vous vivez. Ils ne savent pas que vous avez baissé le chauffage. Ils ne savent pas que vous avez repoussé un achat nécessaire. Ils ne savent pas que vous vérifiez votre compte avec une boule dans le ventre. Ils ne savent pas, parce que vous ne dites rien, parce que vous avez toujours dit « ça va », parce que vous avez appris à rassurer les autres, même quand vous aviez besoin d'être rassuré. Mais à partir d'aujourd'hui, vous pouvez changer cela, pas brutalement, pas en criant, pas en accusant, simplement en commençant à vous inclure dans vos propres décisions. Avant de donner, demandez-vous « et moi, où suis-je dans cette décision ?» Avant de répondre, respirez. Avant de céder à la culpabilité, regardez votre réalité. Avant d'aider quelqu'un à tenir debout, vérifiez que vous ne tombez pas vous-même. Ce n'est pas égoïste, c'est sain. C'est même la condition pour continuer à aimer sans amertume. Car lorsque vous donnez trop longtemps, au-delà de vos forces, quelque chose change en vous. La tendresse devient fatigue. La générosité devient ressentiment. Le oui devient colère cachée. Et un jour, vous vous surprenez à penser « Personne ne voit ce que je fais. Personne ne voit ce que je perds. Personne ne voit ce que cela me coûte. » Pour éviter d'arriver là, il vaut mieux poser une limite plus tôt. Une limite douce, une limite claire, une limite qui dit « Je vous aime, mais je ne peux plus me mettre en danger pour prouver cet amour. » Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être au bord du manque pour avoir le droit de vous protéger. Vous n'avez pas besoin d'attendre une grande crise. Vous n'avez pas besoin d'attendre de ne plus pouvoir payer quelque chose d'important. Vous pouvez décider maintenant que votre sécurité fait partie de vos priorités. Cette décision peut commencer par une phrase simple. Je garde d'abord de quoi vivre, pas de quoi dominer, pas de quoi punir, pas de quoi faire la leçon. De quoi vivre, de quoi payer, de quoi me soigner, de quoi dormir, de quoi rester digne, de quoi ne pas trembler devant chaque imprévu. Cette phrase peut changer beaucoup de choses. Elle remet votre vie dans la liste des vies qui comptent. Pendant longtemps, peut-être, vous avez mis les autres en premier, les enfants, le conjoint, la famille, les proches, le travail, les obligations, les urgences. Et vous, vous passiez après les besoins des autres.
après les problèmes des autres, après les humeurs des autres, après les demandes des autres. Mais après 60 ans, vous n'avez plus à être la dernière personne dont vous prenez soin. Vous n'êtes pas seulement celui ou celle qui aide, vous êtes aussi quelqu'un qui peut être fatigué, quelqu'un qui peut avoir peur, quelqu'un qui peut avoir besoin de sécurité, quelqu'un qui mérite que ses limites soient respectées. Même si vous avez encore un peu d'argent de côté, cela ne veut pas dire que cet argent est disponible pour tout le monde. Une épargne n'est pas toujours un surplus. Parfois, c'est une protection, une réserve pour le jour où quelque chose se casse, pour le jour où la santé change, pour le jour où l'on a besoin d'aide à domicile, pour le jour où une dépense arrive sans prévenir, pour le jour où l'on ne veut pas dépendre entièrement d'une décision extérieure. Ne laissez personne, pas même votre propre culpabilité, vous faire croire que tout ce que vous avez mis de côté appartient déjà aux autres. Il y a une part qui peut être partagée, et il y a une part qui doit rester. Cette part n'est pas contre l'amour. Elle est pour votre tranquillité, pour votre dignité, pour votre avenir. Peut-être qu'en entendant cela, vous pensez à une situation précise, une demande récente, une somme donnée trop vite, un appel qui vous a laissé mal à l'aise, un moment où vous avez dit oui alors que tout en vous disait « je ne peux pas ». Ne vous jugez pas. Vous avez fait comme vous avez pu, avec votre cœur, avec vos habitudes, avec votre peur, peut-être, avec votre histoire. Il ne s'agit pas de regretter tout ce que vous avez donné. Certaines aides étaient justes, certaines étaient belles, certaines étaient nécessaires. Il s'agit seulement de regarder l'avenir avec plus de vérité. À partir de maintenant, chaque aide doit passer par une question simple. Est-ce que cette aide me laisse encore en sécurité? Si la réponse est oui, alors vous pouvez choisir librement. Si la réponse est non, vous avez le droit de ne pas donner, ou de donner moins, ou d'aider autrement, ou de dire « cette fois, je ne peux pas ». Et si ces mots vous semblent difficiles à prononcer, commencez par les dire doucement, pour vous-même. Cette fois, je dois garder de quoi vivre. Cette fois, je ne vais pas me mettre en difficulté. Cette fois, je peux aimer sans payer. Cette fois, je me protège aussi. Il y a une grande paix dans le mot « aussi ». Pas seulement eux, moi aussi. Pas seulement leurs problèmes, ma vie aussi. Pas seulement leur avenir, mon avenir aussi. Pas seulement leur confort, ma sécurité aussi. Ce « aussi » n'enlève rien à votre amour. Il remet simplement votre existence à sa juste place. Vous n'êtes pas une banque. Vous n'êtes pas une solution permanente. Vous n'êtes pas une réserve silencieuse. Vous êtes une personne qui a traversé des années, des efforts, des pertes, des responsabilités, des inquiétudes. Une personne qui a le droit de vieillir sans devoir prouver chaque semaine qu'elle est encore utile. Une personne qui peut dire « je donne quand je peux, mais je garde ce qui me permet de vivre ». Et si quelqu'un vous aime vraiment, il finira par comprendre que votre sécurité n'est pas son ennemi. Votre limite n'est pas un rejet. Votre prudence n'est pas une trahison. Votre honnêteté n'est pas une attaque. Elle est simplement la vérité d'une personne qui ne veut plus se mettre en danger, en silence. Bien sûr, tout le monde ne comprendra pas tout de suite, mais votre rôle n'est pas de faire accepter votre limite à tout prix. Votre rôle est de la poser avec calme, puis de la respecter vous-même, car souvent, le plus difficile n'est pas de dire la limite aux autres. Le plus difficile est de ne pas la trahir ensuite.
On dit « Je ne peux pas ». Puis on entend une voix triste. Alors on recule. On dit « Bon, cette fois encore ». Puis on regrette. Puis on se promet que ce sera la dernière fois. Puis la situation recommence. C'est ainsi que les limites disparaissent, non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce que la culpabilité les a grignotées petit à petit. Alors soyez patient avec vous-même. Apprendre à garder de quoi vivre quand on a passé sa vie à donner n'est pas naturel au début. Vous aurez peut-être un pincement au cœur. Vous aurez peut-être envie de vous expliquer trop longtemps. Vous aurez peut-être peur qu'on vous juge. Mais chaque fois que vous gardez la part nécessaire, vous envoyez un message clair à votre propre cœur. Je compte aussi. Je suis encore responsable de moi-même. Je ne vais pas abandonner ma vieillesse pour être approuvé. Et ce message-là, vous en avez besoin. Il répare quelque chose. Il répare des années où vous avez cru que votre valeur venait de ce que vous pouviez offrir. Il répare l'idée que vous devez toujours être utile pour mériter une place. Il répare cette vieille habitude de vous mettre après tout le monde. Après 60 ans, vous avez le droit de vivre autrement, plus lentement, plus clairement, avec moins de peur, avec moins de culpabilité, avec plus de respect pour vos propres limites. Un jour, peut-être, vous serez de nouveau assis à cette table. Il y aura encore une enveloppe, encore une facture, encore un carnet, encore le téléphone, et peut-être encore une demande. Mais cette fois, quelque chose en vous sera différent. Vous ne répondrez pas dans la panique. Vous ne répondrez pas seulement pour éviter une tension. Vous ne répondrez pas en oubliant votre propre réalité. Vous prendrez un moment. Vous regarderez ce que vous avez, ce dont vous avez besoin, ce que vous pouvez vraiment faire, et vous vous rappellerez que garder de quoi vivre n'est pas fermer votre cœur. C'est garder une petite lumière allumée dans votre propre maison. C'est vous assurer que demain, vous pourrez encore vous lever sans peur. C'est protéger votre santé, votre calme, votre toit, votre dignité. C'est refuser que votre amour devienne une dette contre vous-même. Vous pouvez aimer, vous pouvez aider, vous pouvez rester bon, mais vous n'avez plus à vous sacrifier pour être reconnu comme tel. À partir d'un certain âge, la vraie générosité doit inclure une part de sagesse. Et la sagesse, parfois, c'est de dire « Je garde de quoi vivre », non pas parce que j'aime moins, mais parce que ma vie, elle aussi, mérite d'être protégée. Alors ce soir, ou demain matin, quand vous regarderez vos papiers, votre portefeuille, vos factures, votre ordonnance, votre cuisine silencieuse, ne voyez pas seulement des chiffres, voyez votre avenir, voyez votre tranquillité, voyez cette part de vous qui a besoin d'être respectée. Et si quelqu'un vous demande plus que ce que vous pouvez donner, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas à vous appauvrir pour prouver que votre cœur est riche. Vous n'avez pas à vous inquiéter toute la nuit pour que quelqu'un d'autre soit rassuré quelques heures. Vous n'avez pas à devenir fragile pour que les autres vous trouvent généreux. Garder de quoi vivre, ce n'est pas fermer son cœur. C'est garder assez de lumière pour continuer à habiter votre propre vie. C'est refuser de sacrifier votre sécurité pour prouver votre amour. Et vous aussi, vous avez besoin d'être protégé.